Bienvenue à tout le monde sur ce meet-up en ligne de la communauté Sénégal portant sur Azure Microsoft 365. Nous organisons chaque mois des meet-ups. En tout cas, nous essayons de nous tenir à ce rythme mensuel. Et nous organisons ce samedi 12 mars un meet-up avec différents thèmes et je pense qu'ils vous seront très, très, très intéressants. Donc, je m'appelle Mohamed Amaraj, je suis membre de la communauté Microsoft 365 Azure du Sénégal. Je suis aussi Microsoft Certified Trainer et MVP, mais je vais passer à faire mes présentations plus tard. Mais je voudrais d'abord démarrer par la liste des sessions que nous allons faire. Bon, comme dans les concerts, je vais faire une première partie. Et quand des grands artistes doivent intervenir, il y a un petit artiste débutant qui chauffe un peu le public. Ce sera mon rôle aujourd'hui. Je vais faire une très courte session sur les fonctionnalités de base de GED avec SharePoint. Ensuite, le vrai show va commencer avec Mohamed Soumaré, senior consultant à Microsoft, qui va nous montrer comment faire des déploiements d'AKS avec des pipelines Azure DevOps. Ensuite, nous avons le groupe. On va lui chercher un nom de scène. Ibrahim Mbouch et Amadou Lamine Samb, tous deux experts Azure. Ibrahim est MVP MCT et Amadou est Azure Cloud Consultant. Et ils vont tous les deux nous parler ensemble de l'essentiel de Azure Backup. Et enfin, on est ravi d'avoir notre frère du Ghana, Shadrach Inoussa, qui travaille dans l'IT et la compliance et qui a été très actif dans les communautés Microsoft pour les étudiants et qui va boucler la journée avec la session 4, Emergency Help App with Power Apps. Donc, on a 4 sessions, SharePoint, AKS, DevOps, Azure Backup et Power Platform. Et on espère vraiment que ça va vous intéresser tout au long de cette session. Donc, pour ma part, je suis Mohamed Amaraj. Je suis le directeur et fondateur de Netexio, qui est une société de services numériques et nous sommes spécialisés sur les technologies Microsoft. Maintenant, de plus en plus, Microsoft Cloud, SharePoint Online, Azure, MS 365. Pour parler plus spécifiquement de SharePoint, je travaille sur SharePoint depuis la version 2003. Donc, ça fait maintenant 19 ans que je travaille sur du SharePoint et j'ai pu suivre l'évolution de cet excellent outil de collaboration. Et partout où j'ai été, dans les différentes industries où j'ai été, que ce soit dans les telcos ou chez d'autres éditeurs, chaque fois j'ai pu voir soit une implémentation de Microsoft ou bien d'autres implémentations de solutions de collaboration, de gestion documentaire, de GED, etc. Et je suis speaker sur les technos Microsoft. C'est vraiment un plaisir pour moi d'animer cette session et de servir un peu d'animateur entre les sessions. Donc, on va aller droit au but. Je veux un peu raccourcir ma session pour garder le créneau qu'on s'était fixé. On a une autre session qui doit démarrer à 10 heures, la session de Soumaré. Donc, passons d'abord aux définitions. Le thème de ma session, c'est la gestion de contenu d'entreprise. En anglais, Enterprise Content Management. Vous verrez souvent le terme de ECM. Je vous ai partagé des extraits de définition à partir de Wikipédia. Et le ECM, ça vise à gérer l'ensemble des contenus d'une organisation. Il s'agit de prendre en compte sous forme électronique les informations qui ne sont pas structurées, comme les documents électroniques, par opposition à celles déjà structurées dans les bases de données relationnelles que certainement nous utilisons tous les jours. Par documents non structurés, on entend des documents, des vidéos, des fichiers texte, des fichiers CSV, des sauvegardes de bases de données, bref, des fichiers de toutes sortes. Et nous recherchons un système qui permette de gérer ça de manière organisée, de supporter la taille, de faire les différentes étapes par rapport à ces technologies-là.
Et on a différentes phases. On a une phase de création / capture. Ce contenu peut déjà exister. Dans ce cas, on va le capturer. Ce contenu peut être créé. J'ai eu des situations, des projets où je travaillais avec des sociétés de communication qui créent des publicités, qui créent des visuels, par exemple les affiches que vous voyez sur les grands panneaux publicitaires dans la rue. Et leur simple fichier de design peut faire des gigaoctets. Le simple fichier qui, lorsqu'il sera imprimé, l'image va finir sur un grand panneau publicitaire affiché au bord de la route. Ça peut faire des gigaoctets. Et il faut des systèmes pour pouvoir stocker ces fichiers-là, les sécuriser, les partager, les synchroniser, etc. On a donc la partie stockage, on a aussi la partie indexation, et l'indexation consiste à ajouter des informations à un fichier. Un simple fichier brut, on peut l'indexer avec des informations comme son utilisation, il y a les informations par défaut, le créateur, la dernière modification, mais aussi le sujet, le client concerné, la campagne publicitaire. Je prends toujours cet exemple sur la publicité. La gestion de ces fichiers-là, une société qui a une telle solution va pouvoir, dans 15 ans, retrouver les fichiers de la campagne publicitaire réalisée il y a 15 ans, avec la même fidélité, la même qualité et sans risquer de perdre ces données-là. Il y a aussi la notion de distribution, de publication, de recherche, avoir un moteur de recherche en interne qui permet de rechercher les fichiers, non seulement selon leurs métadonnées, mais aussi selon leur contenu externe. Pardon, selon leur contenu interne. Un exemple, je dois pouvoir stocker des fichiers PDF. Est-ce que vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît? Voilà, donc je dois pouvoir stocker des fichiers PDF et effectuer des recherches et tomber sur des mots-clés, même si ces mots-clés sont contenus dans le fichier PDF, s'ils ne sont pas dans le titre. Et tout ceci en faisant le lien du contenu avec les processus métiers. Exemple, nous avons un document d'entreprise critique confidentiel et nous voulons appliquer sur ce document un processus métier de signature électronique. Donc, ça peut être un contrat juridique confidentiel. Il reste conservé au niveau de notre système, mais nous appliquons dessus des processus de signature électronique avec des certificats, avec des identifiants sécurisés pour apposer sur ce document une signature électronique et ne plus permettre aucune modification de ce document. Toute altération de ce document-là pourra être détectée et le document perd sa viabilité et sa confidentialité. À titre d'exemple, une application de gestion de contenu servira à gérer l'ensemble des informations d'un dossier client, les courriers papier, les emails, en termes très vieux maintenant, comme télécopie, les contrats, etc., dans une même infrastructure. Des photos envoyées par ces clients, des vidéos, bref, tout un ensemble de contenus qui sont liés à ces clients et qui ne sont pas uniquement des documents. Donc, la définition officielle du terme a été créée par l'IEM, Association for Information and Image Management, en 2000. Ensuite, une autre définition. Je vais certainement prévoir quelques minutes à la fin de la session pour permettre des questions en aller-retour. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. On a parlé tout à l'heure du Enterprise Content Management, qui est un domaine assez vaste. Si on continue sur la terminologie, on a un autre terme qu'on rencontre souvent qui est la gestion électronique des documents, ou en anglais Document Management System, ou Electronic Document Management. Personnellement, je le considère comme un sous-ensemble de toute cette grande suite de Enterprise Content Management parce qu'ici, nous nous focalisons uniquement sur les documents. Et ça désigne un logiciel informatisé visant à organiser et gérer des informations sous forme de documents électroniques au sein d'une organisation. Et dès qu'on parle de GED, il y a des points évoqués qui reviennent. Bon, ce que j'ai mis ici, c'est un résumé de l'article Wikipédia que vous verrez en lien sous-dessous.
On a des fonctions de LAD, lecture automatique de documents, des fonctions de OCR, Optical Character Recognition. Et cela, ça consiste en quoi? À imaginer que vous avez des kilomètres linéaires de documents. Donc, c'est la manière pour les archivistes de représenter la longueur des documents qu'ils gèrent, la taille, le volume de documents qu'ils gèrent. Vous avez plusieurs documents au format papier, comme des factures clients, des devis, des contrats de travail, etc. Et je souhaite numériser ces documents, avoir leur forme numérique. Je peux les scanner de manière très basique, et ce sera juste une image ou un fichier PDF brut. Mais je peux aussi ajouter une intelligence lors de cette numérisation-là. Et dans le document, il y a des textes qui sont écrits. Et ce texte-là, le logiciel qui va scanner le document, il est capable de l'identifier. Si, par exemple, sur une facture, il y a mon nom, H, il ne va pas juste le voir comme une image, mais il va pouvoir isoler le fait qu'il y a la lettre A, T, H, I, E, et ajouter cette information-là dans le document. Cela permet, lorsque les documents seront stockés de manière numérique, lorsque on va faire une recherche et on va taper le mot-clé H, ce document-là va ressortir. Alors que si il n'y avait pas eu cette fonctionnalité de LAD ou bien de OCR, et de OCR, cette recherche n'aurait rien trouvé. On a aussi, quand on parle de GED, la notion de processus workflow, aussi bien pour la validation des documents, vérifier leur qualité, vérifier la véracité des informations ajoutées dessus, euh, apporter des signatures, avoir un workflow d'archivage, faire en sorte que lorsqu'un document n'est plus utilisé ou a atteint un certain niveau un certain âge, disons, qu'il soit classé comme une archive, qu'il ne puisse plus être modifié. Et lorsqu'on parle de GED aussi, on n'est pas en mode statique. On a toujours les fonctions de collaboration, de coédition, de chat, d'annotation. Bref, c'est tout un ensemble de technologies qui continuent à évoluer autour de ces documents-là. On a une certaine masse de documents. Ne soyez pas étonnés si, lors de la numérisation des documents ou même vos documents existants, sur votre SharePoint, vous avez des téraoctets, l'équivalent de téraoctets de documents. Il faut pouvoir effectuer un classement de ces documents-là et il y a tout un travail métier qui est fait. Ces projets GED, ce ne sont pas uniquement des projets techniques IT, ce sont aussi des projets qui impliquent des fonctionnels, des experts archivistes, des bibliothécaires, etc. Eux tous vont apporter leur contribution pour la partie classement, indexation des documents. On a toujours cette partie recherche et je peux dire que SharePoint a vraiment un excellent moteur de recherche concernant les documents qui sont indexés. Très, très, très rapide, très, très, très performant et qui a même été amélioré sur la version SharePoint Online. Donc, pour stocker tous ces documents-là, on met en place une architecture de l'information au niveau de SharePoint. Au sommet, on a ce qu'on appelle le portail. Ah, je risque de rater quelques animations là. OK, d'accord. Dans ce portail, nous avons des sites ou des espaces euh, personnalisés de collaboration. Ici, vous voyez un exemple avec l'espace Sales, HR, le Legal, le IT. Et ça permet de classer les documents, les contenus en tout cas, parce que ce ne sont pas que des documents, ce sont des contenus, dans des sites et avec des permissions au niveau de chaque site. Au niveau de chaque site, je peux ajouter des librairies de documents. Ici, je me focalise juste sur les documents, pas sur les autres types de contenus qui peuvent être mis en œuvre, mais juste les librairies de documents pour organiser le classement de mes documents, l'organisation dossier sous dossier, etc. Et une fois que j'ai dans ces documents des fichiers, chaque fichier a ses métadonnées. Par exemple, je peux avoir une facture à laquelle j'ai ajouté des propriétés additionnelles, des métadonnées, c'est-à-dire des données sur ces données-là. À facture, j'ai ajouté des propriétés client, fournisseur, le montant et la date. J'ai scanné des chèques, mais le chèque n'est pas stocké dans SharePoint juste comme un simple fichier PDF.
Mais à côté, dans les propriétés de ce document qui seront affichées, je peux ajouter le montant du chèque, le bénéficiaire, la date. Tout ça, ce sont des métadonnées qui permettront de faciliter la recherche, le classement de l'information. Et ainsi de suite pour les différents types de contenus qui permettent de définir des métadonnées et de mieux organiser l'information. Ça, c'est l'espace lorsque c'est stocké. Ensuite, avant que je passe à une petite partie démo, j'ai toute ma partie cycle de vie documentaire. Et la première partie, c'est l'acquisition. Rappelez-vous, on est toujours dans un contexte où nous avons beaucoup de documents papier et nous sommes dans un processus de digitalisation, de numérisation. Donc ça, c'est la partie pratique, vraiment, de cette partie numérisation. Et nous allons mettre en place de la numérisation avec des scanners de différentes catégories, industrielles ou non, selon le volume qu'on veut gérer, selon la taille des documents qu'on veut numériser. Et vous allez remarquer qu'il y a de plus en plus d'imprimantes. Vous pourrez me le confirmer pendant le question-réponse. Il y a de plus en plus d'imprimantes qui ont la fonctionnalité de type Scan to SharePoint. Et donc, lorsque le document est scanné, le fichier est directement envoyé vers l'imprimante par le scanner vers un espace SharePoint qui est désigné juste par une URL. Et une fois qu'il sera arrivé sur cet espace SharePoint, à partir de là, le traitement de ce document peut continuer. La vérification de la numérisation, la qualité de la numérisation, l'ajout de métadonnées, l'indexation. Et ensuite, une fois que ce document-là est bien indexé, il peut passer à d'autres étapes. Le scan to SharePoint n'est pas la seule destination. On peut aussi faire ce qu'on fait depuis longtemps, les réceptions de fichiers par email. Mais même si c'est par email, sur la Power Platform, je peux toujours mettre des processus métiers. Et on l'utilise en interne au niveau de Netexio. Nous avons défini un email. Lorsqu'on envoie un fichier, un email avec une pièce jointe vers cet email-là, la pièce jointe est extraite et stockée au niveau de SharePoint pour traitement ultérieur. Après l'acquisition, on a la diffusion et cela se fait via des espaces de travail collaboratifs SharePoint et aussi des workflows documentaires pour pouvoir éventuellement déplacer les documents d'un espace vers un autre, etc. Fixer des permissions, ainsi de suite. Le stockage se fait dans des bibliothèques de documents SharePoint. Et au niveau de SharePoint, il y a même des espaces dédiés uniquement au contenu de type document, qui sont des document centers, des centres de documents. Et là, il est intéressant de pouvoir mettre des politiques de gestion de l'information. La politique de gestion de l'information peut fixer des politiques telles que les documents qui sont stockés dans cet espace SharePoint, ils ne peuvent pas être téléchargés, sauf par tel ou tel utilisateur. Ils ne peuvent pas être supprimés. On ne peut pas les ouvrir et les imprimer, ainsi de suite. Donc, il y a tout un ensemble de politiques de gestion de l'information qui peuvent être fixées. Et enfin, la dernière étape de ce cycle de vie, c'est la partie archive, avec un espace de type Record Center qu'on peut créer au niveau de SharePoint et qui permet de stocker, de créer un espace distinct de l'espace de vie des documents, mais un espace dédié uniquement aux archives, avec des politiques, des permissions différentes, même des politiques de sauvegarde différentes, tout en restant toujours au niveau de SharePoint, et c'est ce qu'on appelle les politiques de rétention. Un exemple, dans la loi, je pense que les données comptables exigent une rétention d'au moins 10 ans, je pense. Et dans ma politique de rétention électronique, je peux indiquer que un document qui a été stocké en archive depuis 10 ans, il peut être automatiquement éliminé, supprimé. Ou bien, l'administrateur de documents va recevoir une notification pour demander son approbation pour éliminer ou non tel ou tel document, tel ou tel dossier. Voilà. Donc, cette durée de 10 ans, ça peut paraître long au niveau de l'informatique, mais je sais qu'il y a des entreprises ici au Sénégal, plusieurs même,
qui ont du SharePoint depuis 2006-2007. Donc, ça fait plus de 15 ans maintenant. Et donc, à cette échelle-là, cette politique de rétention-là n'est plus aussi grande qu'on peut le penser. Voilà. Donc, je passe à ma partie démo rapidement. Je vais arrêter la présentation. Et je vais rapidement partager mon application SharePoint. Qu'est-ce que c'est? OK. OK, j'espère que vous voyez tous mon partage. Donc, ce que vous voyez ici, c'est juste un espace SharePoint online, mais comment dire, de démo. Donc, je l'utilise souvent sur mes présentations. Je l'ai créé au niveau de notre espace Detexio, SharePoint.com, et c'est un espace SharePoint online. Pour y accéder, je dois m'authentifier et on peut même ajouter, vu qu'on est sur Office 365, l'authentification multifacteur. On a donc notre page d'accueil. Ce n'est pas parce que c'est de la gestion documentaire que ça doit être rébarbatif et vraiment classique. Le SharePoint permet vraiment de mettre dans la même plateforme plusieurs fonctionnalités. Aussi bien la partie communication avec les utilisateurs, communication, quand je parle d'utilisateurs internes, internes à l'entreprise, communication au sein des équipes, mais toujours avoir un espace de gestion documentaire qui est bien contrôlé. Et donc, sur mon portail, j'ai ajouté des liens vers différents espaces de l'organisation. Par exemple, ici, un lien vers le site de gestion des projets. Je reviens, un autre lien vers l'espace au niveau de commercial. Et on a ici, pour l'équipe commerciale, mis en place une bibliothèque de documents où on a des dossiers pour chaque client. Par exemple, chaque client, on lui a créé un dossier. Tout ça, ce sont des données fictives, hein. Et j'ai par exemple le client Africa Consult où nous avons partagé ici des fiches de description produit ou bien bon, je vais tout afficher, commercial, je vais afficher tout pour ne pas l'avoir dans une petite partie, voilà, Africa Consult. Et vous voyez un peu l'âge de ces documents, il y en a certains qui sont très 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 anciens, qui, bon, pas disons juste 2 ans, mais... Et voilà, donc chaque dossier client est traité ici de manière collaborative. Les documents liés à un client sont traités ici. Il n'y a pas de documents qui restent au niveau des postes, des PC personnels des collaborateurs. Et ça permet vraiment d'avoir une certaine mémoire de l'organisation. Donc, je retourne à mon accueil. J'ai bien sûr tous les classiques. J'ai bien sûr tous les classiques au niveau de mes bibliothèques de documents, des outils très simples pour charger des documents, des fichiers, des dossiers, effectuer une synchronisation locale. Et là, ça va ajouter un raccourci OneDrive à mon document, mais ce n'est pas le but de cette session-là. Je peux aussi faire des intégrations avec des règles d'automatisation. Et je peux aussi fixer des notifications pour être notifié lorsqu'il y a des modifications sur cette bibliothèque de documents. Mais ce que je voulais vous montrer, étant donné le temps qui me reste, c'était surtout le fait que dans mon espace d'administration interne, j'ai des éléments de gestion documentaire. Mais avant cela, juste faire un petit détour par rapport à la communication interne. Je suis là sur ma page d'accueil et j'ai différents documents publics au niveau de toute l'entreprise ou de toute l'équipe. Ça peut être le règlement intérieur, la charte de cybersécurité, la charte de confidentialité, etc. La charte de télétravail. Ça remonte à l'époque Covid. Excusez-moi. D'accord.
Excusez-moi juste une minute. Je parcours mon script. Et là, toujours sur le portail, rappelez-vous, on est sur un portail accessible par tous les employés de l'entreprise. Je leur ajoute des raccourcis vers les applications Office, le email, le calendrier, des applications internes, le CRM, l'annuaire de l'entreprise, le helpdesk pour du support, etc. Différents liens vers des ressources en interne. Ici, au niveau des actualités, j'avais posté des informations qui peuvent concerner toute l'entreprise. Et là, j'ai par exemple partagé des vidéos par rapport à des sessions qui ont été enregistrées lors de notre meet-up, justement, c'était le 26 janvier. Voilà. Donc, je vous encourage à aller regarder ces sessions-là. Je vais arrêter le son. Voilà. Et pour terminer toujours sur cette partie aborder une partie contenu d'entreprise, on a un service Office 365 qui s'appelle Microsoft Stream, qui permet aussi cette partie de gestion de contenu, mais de type vidéo. Et le service Stream va permettre de créer une sorte de YouTube en interne au niveau de l'entreprise. Et là, j'ai par exemple un cours un cours administration Windows Server, que j'avais enregistré et que je stocke en interne au niveau de l'entreprise. Comme cela, mes autres collaborateurs peuvent suivre en tout cas la vidéo et augmenter leur niveau de compétence. Voilà. La fonctionnalité de virtualisation. Voilà. Donc, ce service stream est aussi un autre exemple de gestion de contenu, mais de type vidéo, de type multimédia. Donc, retournons à notre partie documentaire directement. Et là, au niveau de l'administration interne, je mets en place mon organisation. Voilà. Donc, les documents ne sont pas gérés en vrac dans notre espace. Ici, l'exemple que j'ai créé un espace comptable et j'ai coordonné avec les comptables qui m'ont dit, voici comment est-ce que nous, on veut organiser nos documents. On va revenir dessus. Et là, j'ai créé un autre espace dossier employé où, avec les RH, cette fois-ci, nous avons organisé l'espace RH. Dans cet exemple, tout est situé au niveau du même espace, mais dans la réalité, on peut séparer ces espaces et fixer des permissions vraiment différentes. Et là, sur l'espace comptable, voilà, suivant l'intervention fonctionnelle des comptables, ils m'ont demandé de créer un dossier pour chaque année. Et au niveau de chaque année, ici pour 2022, un autre dossier pour chaque mois. Et là, on est au mois de mars. Et ils ont indiqué que dans chaque dossier, voilà l'organisation qu'il fallait, banque, caisse, facture achat, facture vente, salaire, etc. Et voilà, c'est eux qui ont donné cette indication-là. Est-ce que j'avais des factures achat ici? Non, je n'en ai pas. Mais vous voyez, une fois que vous avez mis en place cette organisation-là, je peux faire des numérisations et diriger les numérisations vers ces espaces-là. Je peux par exemple indiquer que chaque nouvelle numérisation qui arrive, chaque fois qu'un scanner utilise la fonctionnalité Scan to SharePoint pour scanner un document et l'envoyer directement vers SharePoint, ce document atterrit ici. Et là, j'ai un ancien exemple de document Scan OCR. Bon, on va le télécharger pour voir qu'est-ce qu'il contient. Là. Bon, apparemment, on ne peut pas l'ouvrir. Bon, c'est l'effet démo. C'est quand on veut le tester que ça ne fonctionne pas. OK, c'est pas grave. J'ai un autre document. Par exemple, celui-ci. Bon, ça peut être un PDF aussi, hein, que je peux ouvrir directement en ligne. Bon, pour l'instant, il est vide, mais vous voyez un peu le principe de fonctionnement. Et chaque document qui arrive là peut être pris en charge par le comptable et selon l'indexation qu'il va en faire, il peut le déplacer vers la bibliothèque en cours, choisir
la destination. Voilà, c'est en mars, c'est un document c'est une pièce de caisse et il la déplace ici. Et on voit petit à petit l'organisation, les dossiers restent bien organisés, bien accessibles. Et lorsqu'il s'agira de trouver des informations, ce sera vraiment facile d'y accéder. Depuis tout à l'heure, on parlait de type de contenu. Bon, pour là, je vais aller dans ce qu'on appelle entre guillemets la partie back-office de SharePoint, mais aller dans les paramètres du site. Donc, on va aller dans Informations sur le site, afficher tous les paramètres du site, et je vais aller définir des types de contenu de site. Voilà. Je ne suis pas intéressé uniquement par un document de base, mais je veux créer un type de contenu qui est un document, mais qui permet aussi d'ajouter d'autres métadonnées au-dessus de ce document-là. J'ai ici une galerie de types de contenus qui sont déjà préexistants. Et la majorité sont déjà créés au niveau de SharePoint, mais ce sont des types de contenus par défaut. Par rapport à mes besoins métiers, je veux, moi, créer un type de contenu que je vais appeler, je vais le faire au niveau de l'espace commercial. Voilà, pour montrer que ce n'est pas uniquement lié au niveau de comment dire, de l'administration comptable, mais c'est aussi possible même pour l'équipe commerciale. Donc, on a une certaine flexibilité dans cette gestion documentaire. Donc, je vais dans les informations sur le site, les paramètres du site, les types de contenu du site. Donc, je reviens un peu à l'espace où j'étais. Et je vais créer un type de contenu qui est une lettre avec en tête, ou bien document officiel, ou bien offre commerciale. On va l'appeler offre commerciale. Je veux uniformiser le format des offres commerciales dans mon entreprise. Donc, je vais dire ceci est un modèle offre commerciale qui utilise le papier en tête de l'entreprise. Je vais utiliser une catégorie existante, ce sera un document, type de contenu, document. Non, je vais plutôt le mettre dans ma catégorie Netextio, pardon. C'est mes types de contenu que j'avais créés. C'est un type de contenu de document et c'est un document. Ah, ok, j'avais déjà un type de contenu de ce type-là. C'est pas grave. Donc, j'avais déjà fait cette démo-là. On va l'appeler tout simplement offre Netextio. Allez. Je vais le faire rapidement. Netextio. Je prends type de contenu document. Je choisis document. Créer. Voilà. Donc ça, pour ceux qui utilisent SharePoint depuis longtemps, vous voyez que c'est bien comment dire, l'apparition, la présentation de la galerie de types de contenu c'est un peu modernisé. Avant, c'était un peu vieillot, disons. Mais je vais ici dans les éléments de type de contenu et c'est ici que j'ajoute ce qu'on appelle les colonnes de site, qui sont en fait les propriétés du document. On a le nom, on a le titre. Je vais ajouter une autre colonne de site, une autre propriété qui n'existait pas déjà. Je vais l'appeler le client. Voilà, je vais garder les valeurs par défaut et le type, ce sera juste une ligne de texte. Vous voyez ici les différents types pour les propriétés. Ça peut être une date, ça peut être une devise, ça peut être un emplacement, une image même, et ça peut être tout un autre ensemble de métadonnées gérées. Je vais juste prendre cet exemple-là pour vous montrer les facilités de personnalisation. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre par rapport à ce type d'offre? C'est le... Bon, on va rester à cela pour l'instant. Une fois que j'ai défini les propriétés, je vais aller chercher le modèle de document. Donc, dans les paramètres avancés, je vais télécharger un nouveau modèle de document. Et là, j'avais déjà préparé un petit modèle.
Voilà, modèle avec lettres et en-tête. Et je l'enregistre. Voilà, donc j'ai créé le type de contenu de type offre Netextio. Jusqu'à maintenant, je suis en back-office. Comment permettre à mes commerciaux, lorsqu'ils font les offres, de l'utiliser? Je vais juste venir ici au niveau de mon dossier client. Et dans les paramètres de cette bibliothèque de documents, donc paramètres de la bibliothèque, je vais aller ajouter ce type de contenu. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà des types de contenus qui sont disponibles et je vais ajouter à partir de types de contenus de sites existants. Et dans mon groupe Netextio, je retrouve ici l'offre Netextio que j'avais définie tantôt. OK. Donc, je valide. OK. Et quel est le bénéfice de ça? C'est que un commercial qui vient sur, je ne sais pas, un client tel que, on va prendre une société comme Sopela, et on veut leur faire une offre, il gagne beaucoup de temps parce qu'il a déjà ici des modèles de documents qui sont déjà disponibles. Et là, par exemple, il a le modèle offre Netextio qui est déjà disponible avec des documents déjà prédéterminés. Ça, c'est un aperçu qui était déjà au niveau de ce document-là. Et il peut mettre le nom ici du client, mettre l'objet, voilà, et remplir le document et l'enregistrer. Voilà. Taper du contenu, ainsi de suite. Donc là, je peux lui mettre offre MS365 par exemple, et juste fermer. Donc comme c'est une version Office Online, euh, c'est comment dire, il y a un enregistrement automatique qui est effectué. Après, par rapport à ce document-là, il y a tout un ensemble de fonctionnalités que certainement vous utilisez déjà, de coédition, de collaboration directe sur ce document, d'ajout de commentaires, d'ajout d'annotations. Bon, là, sur cette démo, je n'ai pas vraiment le temps, mais pour éviter les allers-retours par email, les partages de versions, etc., je peux partager ce document-là avec des collaborateurs et leur donner accès, vous voyez ici, même en modification. Et ces personnes-là vont se connecter directement à ce document et apporter leur modification. Et où est l'intérêt de ce que j'avais ajouté tout à l'heure comme métadonnées? Et je vais finir avec cette partie-là. Lorsque je sélectionne ce document-là et que j'affiche le panneau des informations, j'ai l'aperçu du document, j'ai les informations ici à droite sur l'accès de ce document-là. Mais vous voyez ici, j'ai les informations sur les métadonnées par rapport à ce document-là. Le type de contenu, c'est offre Netextio. On a le nom par défaut. On a le titre, offre MS365 à destination de Sopela, c'est une société. On a l'identifiant de document, qui est une autre fonctionnalité que j'ai ajoutée et qui identifie de manière unique dans tout l'espace SharePoint ce document-ci. Et enfin là, rappelez-vous la propriété personnalisée que j'avais ajoutée, c'était le client. Ici, je l'ai ajouté comme une valeur de type texte qu'on montre, mais ça aurait très bien pu être une liste. Et vous voyez là, j'ai les modifications enregistrées par rapport à ce document-là. Voilà. Et ainsi de suite. Je reviens ici sur ma partie administrative, où je peux retrouver sur des documents que j'avais créés depuis 2 ans maintenant, depuis 2020. Je pense que c'était au mois d'avril, des factures d'achat, non, c'était des factures de vente, disons. Ok, bon, on va rechercher juste des documents, factures sur cet espace-là.
Donc là, vous voyez, j'ai ce document-là, PDF, que j'avais lorsque je le sélectionne. J'ai son aperçu ici, le contenu du document. Mais aussi, dans cette phase d'indexation, imaginons que ce document vient d'être scanné. Je peux fixer ici le type de contenu, facture achat, facture de vente, pièce de caisse, relevé bancaire. Et selon l'information que je choisis, là c'est facture achat, vous voyez là, j'ai le montant que je peux taper, j'ai le fournisseur, j'ai la date de la facture, j'ai le statut de la facture, est-ce que c'est payé ou non. Et là, j'avais un autre processus contenu OCR qui pouvait analyser le contenu du document et me sortir le texte en mode brut uniquement. Donc ça, c'est des exemples de gestion documentaire, d'enrichissement en fait de votre base documentaire, de pouvoir gérer les documents sur tout leur cycle de vie, que ce soit au niveau de l'acquisition, avec la partie numérisation, le stockage dans des bibliothèques SharePoint, la diffusion avec les accès, le contrôle des accès, et enfin le stockage. Tous ces documents-là, une fois qu'ils ont atteint une certaine durée de vie, peuvent être dirigés vers un autre espace SharePoint dédié uniquement aux archives. Voilà. Donc j'arrive à la fin de ma session. J'espère que ça vous a été intéressant quand même et que vous avez pu voir des notions par rapport à la gestion électronique de documents sur SharePoint Online. Bon, on n'a pas pu tout couvrir parce que c'est des notions qui, sur chaque étape du cycle de vie, on peut vraiment beaucoup parler. Mais je voulais juste vous donner un aperçu global et vous montrer que SharePoint, ce n'est pas uniquement un portail pour publier des informations, mais c'est aussi une plateforme qui permet de faire cet aspect gestion électronique de documents. Et son avantage est de fournir toutes ces fonctionnalités-là sur une plateforme unique, au lieu d'avoir le portail sur une technologie, la GED sur une autre technologie, les workflows sur une autre technologie, d'éditeurs différents sur lesquels chaque fois il faut se former différemment et l'intégration est difficile. SharePoint, ça force maintenant, surtout en plus que c'est online, c'est vraiment de pouvoir regrouper toutes ces fonctionnalités-là sur une même plateforme. Et c'est vraiment très intéressant pour la productivité et les performances et le partage de connaissances. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Ibrahima, je te laisse introduire le prochain speaker. Ou je ne sais pas s'il y a des questions. Super. Okay. Je pense que il y a des mains s'il y a levées. des questions, ouais, il y a des mains levées. Oui, si vous avez une question, bonjour, vous pouvez activer votre micro et poser la question. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Léon Kobi et je suis étudiant en cybersécurité. J'ai suivi, disons, une partie de votre présentation et je vous remercie infiniment pour l'invitation. J'ai deux questions. Surtout, je n'ai pas vu l'aspect sécurité au niveau, excusez-moi, la partie où vous avez créé des, disons, vous avez organisé les dossiers au niveau de SharePoint. Je prends un exemple où j'ai peut-être un abonnement Office 365 et que j'ai des utilisateurs. A priori, une fois créé le compte, chacun a droit à l'espace SharePoint, échange en ligne, et puis bon, ainsi de suite. Donc, du coup, est-ce que c'est l'administrateur qui va essayer quand même de pouvoir donner les droits, ou bien, parce que tout à l'heure, j'ai vu dans votre partie que une fois que peut-être un utilisateur a envoyé un document, la redirection, le document n'enregistre pas directement dans la partie concernée. Ça tombe au niveau à un certain niveau avant que peut-être on peut déplacer maintenant. Moi, je vois que bon, on pouvait quand même donner la racine principale ou bien pour que l'intéressé, le client final puisse quand même enregistrer directement cette partie avec une autorisation. Et du coup, ou bien soit il faut quand même faire, disons, soit créer, disons, un profil itinérant pour que l'utilisateur
puisse avoir l'interface au niveau de il puisse avoir peut-être le raccourci du dossier au niveau de son interface, quoi. Donc, je n'ai pas vu la partie sécurité où l'utilisateur, les autorisations qu'il peut en avoir pour qu'il puisse accéder, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu quand même poser cette question. Oui, je peux vous répondre très rapidement sur cette question-là. Je repartage encore mon application. Est-ce que c'est... Voilà. Donc, ça, vous voyez mon écran. Oui. OK. Donc là, il y a quelque chose que je n'ai pas montré, c'est que sur chaque espace, les permissions sont bien définies. Quand j'ai commencé la démo, j'étais déjà connecté, mais il faut savoir que je me suis déjà connecté avec mon compte Office 365. OK. Auquel, comme vous êtes étudiant en cybersécurité, je peux aussi ajouter des mécanismes d'authentification multifacteur, soit avec une application SMS ou token ou clé USB physique, etc. Donc, tous ces mécanismes-là peuvent être ajoutés. Tout ce que je montre ici, c'est accessible uniquement à ces utilisateurs authentifiés au préalable. D'accord? Oui. Là, maintenant, je suis arrivé sur l'espace, on va prendre ici la partie administration. J'ai créé déjà cet espace aussi, en dehors du portail. Il a aussi ses propres permissions. Vous voyez, à chaque fois dans SharePoint, vous avez toujours cette partie autorisation du site. Oui. D'accord? Déjà au niveau du site, j'ai les autorisations. Oui. Et j'ai plusieurs niveaux d'autorisation par défaut. J'ai des propriétaires qui ont un contrôle total. Ils ont un contrôle total sur le site et ils peuvent donner les permissions à qui ils veulent. D'accord? Oui. Ensuite, en dessous, j'ai les membres du site. C'est des personnes qui peuvent accéder au site et qui peuvent aussi ajouter des documents. On parle ici au niveau du site. Exactement. Et j'ai un autre groupe qui peuvent être des gens qui sont des simples visiteurs du site. Donc, ce sont des groupes prédéfinis et chaque groupe a ses permissions prédéfinies qui vont leur donner des autorisations. Exactement. Donc, ça c'est au niveau du site, en tout cas cet espace. Au niveau plus bas aussi, au niveau de la bibliothèque de documents, j'ai ce même principe-là. Lorsque je vais dans les paramètres de la bibliothèque, j'ai aussi les autorisations pour le composant bibliothèque de documents. Et là aussi, j'ai les groupes par défaut. J'ai les membres, j'ai les visiteurs, j'ai les propriétaires, etc. Et je peux fixer des autorisations. Vous voyez ici? Donc, site, niveau le plus haut, ensuite bibliothèque de documents, on descend encore d'un autre niveau, et ainsi de suite, au niveau de chaque niveau, même au niveau d'un dossier. Vous voyez ici ce dossier 2019. Au niveau de ce dossier 2019, je peux aussi gérer l'accès et fixer des permissions au niveau de ce dossier-là, sans tenir compte des permissions fixées au-dessus. Et même au niveau du fichier individuel aussi, je peux gérer l'accès. Et donc, j'ai à chaque étape des permissions que je peux fixer au niveau de SharePoint en utilisant les comptes Office 365. Donc, du point de vue sécurité, il y a vraiment des fonctionnalités très, très, très intéressantes. Et c'est très robuste. Vraiment, merci. Au fait, c'est cet aspect-là que je voulais que vous puissiez quand même faire sortir, parce que c'est important aussi au niveau de la gestion électronique des données, la partie sécurité, quoi. Exact. Je vous remercie. Merci pour la question.